On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une guignolée record pour l'Étoile pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, Bruno Lebac est arrivé à nos portes. On peut commencer déjà à l'alimenter parce que Bruno, il est très, très, très gourmand. Vous avez reçu, il y a quelques semaines déjà, ce nouveau bac brun destiné au compost. Bon, évidemment, là, on va devoir commencer bientôt à alimenter cette bête parce que la collecte, elle, va commencer quelque part au mois de février. Et nous-mêmes, à la maison, on a commencé cette semaine à l'alimenter parce qu'on attendait un peu le signal de départ. Mais là, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, qu'est-ce qu'on peut pas? Bref, tant qu'on ne commence pas à l'utiliser, c'est difficile de figurer. Puis c'est nouveau, là, on est dans l'apprentissage. Bref, pour essayer de se démêler nous-mêmes là-dedans, on en discute à l'instant avec Cindy Roussel de Compo au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc là, les gens ont reçu le bac. Oui. Les gens ont reçu aussi par la poste un guide que vous avez vous-même ici en main. Guide qui parle de compostage, mais qui revient aussi sur les ordures, sur les écocentres, sur le recyclage, sur l'horaire des collectes qui va changer. Bref, le guide, on dit qu'il faut le conserver. Bien là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans la cuisine. Parfait. Justement devant le mini-bac là, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Bon. Parfait. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Bien, c'est ça, dans le fond, la grande question, parce que là, on a un bac, on a un mini-bac qui nous sert à transporter pour aller dehors. Et là, dans le fond, les résidus alimentaires, c'est vaste, là. Oui. Bien, en fait, on donne une vie un peu à notre bac qui s'appelle Bruno Lebac. Donc, Bruno, il est vraiment gourmand. Donc, ça nous aide un peu à voir qu'il y a peu de restrictions dans le sens que c'est tout ce qui se mange, tout ce qui se jardine, ça va dedans. Donc, des résidus de plate-bande, des mauvaises herbes, tout ce qu'on mange, les restes de table, qu'il y a du beurre ou de la sauce dedans, on peut aussi mettre ça dans le bac brun. Le papier puis le carton aussi qui sont souillés. Par exemple, une boîte de pizza, on pourrait la mettre dedans aussi. Fait que, il y a plusieurs... Une fois qu'on a compris ces catégories-là, mais après ça va super bien. Mais parce que c'est ça l'affaire, c'est que le papier carton, oui, il peut aller à deux places. Oui. Le papier carton, il va dans le recyclage comme il allait déjà. Oui. Mais prenons l'exemple d'une boîte de pizza souillée, parce que normalement, un carton qui était souillé, on ne pouvait pas le mettre dans le recyclage. Non, exactement. Mais là, on est encouragé à le mettre, par contre, dans le bac de compostage. Oui, c'est ça, tout à fait. Quand on l'a, plutôt que de le jeter, c'est mieux de le composter. Si on peut recycler, on le fait. Sinon, bien, on va le composter, là, comme la boîte de pizza. Mais ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui est mieux que le papier carton? C'est qu'il soit souillé ou non, on le met au compost ou on le met au recyclage? Moi, je vous dirais d'y aller pour le recyclage, mais le papier, par exemple, les journaux, les circulaires non glacés, ça peut être pratique avec votre compost pour absorber les liquides dans votre mini-bac. Ça va être pratique pour ça. Donc, on doit en prendre peut-être une partie pour utiliser avec votre bac. Mais sinon, le reste, comme d'habitude, encore au recyclage. Oui. Bon. Vous avez dit papier non glacé. Oui. Parce qu'encore une fois, parfois, il y a des circulaires glacés. Oui. Ça, on ne veut pas ça. Ça, on ne veut pas ça dedans. Dans le compost. Exactement. Même chose pour les boîtes de carton. Des fois, on reçoit beaucoup de colis par la poste. Donc, il faut enlever le papier, le ruban adhésif, les agrafes, on peut les enlever, mais une boîte de carton, là, sans aucun autre article dessus, si on veut, celui-là aussi pourrait être mis dans le Bruno. Bon. Les os, on peut mettre ça là-dedans. Oui. C'est nono, mais les noyaux d'olive. Oui. Aussi. Oui. OK. Bien que ça ne se mange pas, mais l'olive, ça mange. Non, mais c'est ça. Oui, donc, ça, on peut quand même mettre ça aussi dans le bac. Dans le fond, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre? Bien, tout ce qui est, justement, on a parlé des papiers glacés. On ne peut pas mettre de matière recyclable. On ne peut pas se mettre à mettre du plastique. Tu sais, si on a une bouteille de jus, on ne peut pas mettre la bouteille de jus. Là. De toute manière, le jus, on le mettrait dans l'évier, mais on comprend ce que je veux dire. Parce que des fois, on nous dit tel plastique ou tel carton est biodégradable, nanana, mais ça ne veut pas dire que ça va dans le compostage. Non, pas nécessairement. Okay. Là où il y a des fois des différences d'une municipalité à l'autre ou d'une régie à l'autre, ou comme nous, Compo, c'est que nous, la matière qu'on récolte, elle va être destinée au compostage, pas à la biométhanisation. Donc, des fois, ça peut différer d'une municipalité à l'autre. Des fois, mon beau-frère, lui, peut... Donc, tu sais, on ne prend pas de couche, il n'y a pas de litière de chat qui doit aller là-dedans. C'est vraiment ce qui se mange, ce qui se jardine qui va dedans. Donc, pas d'excréments d'animaux? Non. Pas de cendres ou de mégots de cigarettes? Non. Ça ne va pas là-dedans non plus. Également. Donc, on ne disait pas de couche pour bébé, ni de lingettes, ces affaires-là. Ça ne va pas là-dedans. Par contre, quand on va arriver printemps ou été, il y en a parfois qui gardent les résidus de gazon. Oui, ça peut aller dedans. OK. Donc, quelqu'un qui ramasse son gazon,
Ça peut aller là-dedans. Oui. On jardine, ça peut aller là-dedans. On continue à encourager les gens à faire de l'herbicyclage, donc de laisser le gazon au sol. Mais des fois, bon, on va en vacances, on vient, le gazon est plus long, on veut le ramasser, ça peut aller à l'intérieur, oui. OK. Même chose pour les feuilles. Donc, des fois, on en ramasse pour la collecte de feuilles. Il y a des arbres qui perdent leurs feuilles un peu plus tard. Donc, on peut aussi les mettre dans le bac brun. Bon. Même les petites brindilles. Là, allez-vous avoir éventuellement des... Parce que je suis allé même ce matin sur le site Internet qui est même hyper détaillé. Même, il y a le guide là, en papier, mais Oui. sur Internet, c'est hyper détaillé. Allez-vous avoir quand même des soirées ou séances d'information? Oui, on est en train de préparer une séance d'information, en fait, 2 séances d'information. Le mercredi, le 27 janvier, les heures restent à être confirmées, mais il devrait en avoir une dans la journée et une en soirée. Pour l'instant, le système d'inscription n'est pas encore actif sur notre site, mais les gens peuvent y aller. Puis, une adresse courriel, ils peuvent nous envoyer leur nom, leur adresse courriel, puis on va s'assurer là, de les inscrire puis de leur donner l'information à temps. L'autre truc qu'on dit, c'est que le bac soit plein ou pas plein, il faut le mettre à la collecte pareil. On ne peut pas dire « Ah, il est pas assez plein, je vais attendre 2 semaines ». C'est préférable parce que le camion passe, puis plutôt que d'attendre des fois à l'été, là, s'il fait chaud, c'est sûr que les matières organiques, il peut se dégager là, des odeurs, il peut y avoir des petits inconvénients. Donc, de le mettre à toutes les semaines. À l'hiver, ça dérange moins. On pourrait le sortir une fois par mois, mais l'été, c'est préférable de le sortir à toutes les semaines. Là, ça commence au mois de février. Oui. Le 8 février, je pense. Là, pour ça dépend des secteurs, ouais, mais à partir zones, du 1er février, là, il y a déjà des municipalités qui commencent à être desservies. Pour février et mars, oui. Ça va être aux 2 semaines. Aux 2 semaines. À partir du mois d'avril jusqu'à novembre, à toutes les semaines. Oui. Sauf qu'en même temps, quand le compostage va être aux semaines en avril, là, le recyclage, lui, va tomber aux 2 semaines. À Saint-Jean, oui. À Saint-Jean. À Saint-Jean. Dans nos autres municipalités, c'est déjà fait depuis 1 an. Et les ordures, elles aussi, vont rester aux 2 semaines comme Exactement. elles le sont durant l'hiver. Oui. Parce qu'il va y avoir moins d'affaires dans le bac d'ordures. Exactement. Donc, à partir d'avril, la récupération va être aux 2 semaines, les ordures restent aux 2 semaines, puis ça va s'alterner. Donc, vous allez avoir une semaine... Ça va être moins compliqué. Parce Exactement. que moi-même, là, ces temps-ci, je fais comme... C'est-tu la semaine des poubelles ou pas? Là, je regarde mes voisins, finalement, on se regarde tous. Puis là, finalement, on se ramasse le soir, on se dit, bon, ils ne sont pas passés, donc finalement, ça doit être la semaine prochaine. Il se peut qu'il y a une période, un peu d'adaptation parce que c'est des changements qu'on fait en phase, si on veut. Donc, mais à partir d'avril, ça va se placer, puis il n'y aura plus de changement le restant de l'année, là, sauf quand on va revenir à la collecte. Comme je regarde chez moi, je suis dans la zone 2. Donc là, j'ai le recyclage actuellement aux semaines le mardi, puis j'ai les ordures le vendredi aux 2 semaines. Mais là, de ce que je comprends, à partir du mois d'avril, ça va, en tout cas dans mon cas, moi, ça va toujours être le vendredi, soit pour les ordures, le recyclage ou le compost, là, selon selon la grille. Selon les... Ça va être un petit peu moins compliqué. Là. Oui, c'est ça. Il y a une petite période d'ajustement, mais sinon, on ne pouvait pas mettre tous les changements en même temps. Donc, à partir d'avril, là, puis après ça, 2022, on va continuer cette lancée-là. Bon, vous avez un point aussi sur les grosses ordures, là, les grosses affaires là, qu'on ne peut pas nécessairement amener, les gros rebuts qu'on ne peut pas nécessairement amener dans les écocentres. Exactement. Puis là, des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Mais ça, que vous allez passer une fois par mois? C'est une fois par mois. Donc, avant, c'était fait en même temps que la collecte d'ordures. C'était un petit peu difficile de faire des suivis là-dessus. Maintenant, on fait ça, c'est une fois par mois, comme dans plusieurs autres municipalités. Donc, une fois par mois, selon le secteur, il y a une date, et c'est cette date-là qu'on met les gros rebuts qui sont non valorisables. Donc, des divans, des matelas, tout ce qui est rembourré avec du tissu, des toiles de piscine, ça peut être ramassé lors de cette collecte-là. On ne parle pas d'une collecte pour ramasser des réfrigérateurs ou des commodes, des choses comme ça, mais vraiment les gros articles rembourrés ou qui sont non valorisables, ça va être à cette journée-là. Bon, revenons à la désignation des territoires, surtout pour Saint-Jean, zone 1, zone 2. Oui. Mais il y a aussi la zone centre-ville, qui est grosso modo entre Foch, Frontenac et la rue Mercier et le bord de l'eau. Exactement. Qui n'est pas incluse pour le compostage. Pas actuellement, non. C'est un secteur où les gens sont encore majoritairement desservis avec des petits bacs bleus pour la récupération, donc faute d'espace. Donc, de rajouter un bac supplémentaire, là, en ce moment, on va faire une analyse, voir comment on va pouvoir faire ça le mieux possible pour les gens de ce secteur-là. Donc, quelqu'un qui habite sur la rue Collin a son bac de compostage, mais quelqu'un qui est sur la rue Mercier n'en a pas parce que vous avez dû désigner une limite pour ce territoire-là. Exactement. Il arrive quoi pour les gens qui restent dans des immeubles à logement? Les immeubles de plus de 6 logis, eux, ça va venir dans une deuxième phase. Donc, 6 logis et moins vont être desservis, mais les 6 Les 6 et plus, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Donc, 6 et moins vont avoir des bacs?
Oui, exactement. Mais les 6 et plus, pour le moment, il n'y en a pas. C'est ça, exactement. OK. Ça fait beaucoup de choses, c'est beaucoup d'informations en même temps. C'est pour ça que je dis, les gens, j'espère que vous avez gardé votre guide ou sinon, bien, allez sur le site Internet de Compo. Mais il faut vraiment être attentif à ça parce qu'en même temps, tu sais, ça fait longtemps qu'on a le goût de participer à ça. Puis là, je redonne un autre exemple. Tu sais, cette semaine, avec ma conjointe, on a commencé à alimenter le mini-bac. Puis là, on se disait, bon, on fait quoi avec les capsules de café? Parce que les capsules Nespresso sont même récupérées à Saint-Jean, je pense, là, dans les sacs, espèces de sacs verts scellés qu'on peut mettre dans le recyclage. Mais là, exemple, pour les Keurig, eux autres, on peut donc les décaper un peu puis mettre juste la portion café. Oui, ça peut se faire. Oui. Ça peut se faire. Et d'ailleurs, ce que j'ai aussi regardé pas plus tard que ce matin, les capsules de Keurig, le numéro en arrière, c'est un numéro 5. OK. Donc, ça veut dire que le plastique de la capsule est recyclable. Oui. Mais par contre, malheureusement, je regarde hier, j'ai mangé un yogourt et c'est un numéro 6. Le numéro 6 n'est pas recyclable. Non. Puis c'est pour des questions comme ça aussi qu'on a fait le guide puis qu'on a englobé toutes nos collectes. C'est pour justement avoir une espèce de petit aide-mémoire sur les matières, entre autres, qui se recyclent pas. Donc, on l'a inclus là-dedans. Mais oui, les plastiques numéro 6 ne se recyclent pas, malheureusement. Bon. Dans le fond, parce que là, les gens aussi... au fur et à mesure qu'on va commencer à alimenter le compost, en principe, nos ordures devraient conséquemment diminuer. Elles vont diminuer, c'est sûr et certain. Oui, c'est ça. On s'en était aperçu. Personnellement, je réside à Mont-Saint-Grégoire, donc j'ai... Où il y avait le projet pilote. Où il y avait le projet pilote. Puis après, les premières semaines, là, on s'en rend compte immédiatement. Là. C'est vraiment une baisse d'ordures quand même impressionnante. Bon. Pour le peu de papier qu'on utilise dans le compost, est-ce que ça a vraiment un réel effet sur le recyclage? Je ne pense pas qu'il va y avoir un effet majeur sur le recyclage, là, d'après moi. Bon. Donc, si les gens veulent avoir des informations, compo.qc.ca, puis comme vous le dites, il y aura probablement éventuellement des séances d'information. Oui. J'imagine virtuelles à cause de la pandémie. Exactement, oui. Où les gens vont pouvoir. Mais je pense que les gens veulent participer à ça. C'est un effort collectif. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Mais là, on a les deux mains dedans, puis on veut commencer à l'utiliser. Les gens ont l'air super enthousiastes. Là, on a une bonne réaction, donc on est content, puis on essaie d'y aller pour aider le plus possible les citoyens là-dedans. Cindy, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un montant record récolté pour la guignolée de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Télévision du Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. L'informateur joannais William Julien et en deuxième partie, David Sauvry pour les Celtics. Voilà, ne manquez pas ça. Est-ce que tu penses que le lien va être sur Facebook cette semaine? Bien sûr. J'espère. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de pédiatrie sociale, parlons de l'Étoile qui vient de terminer sa guignolée annuelle, mais somme toute avec un montant assez appréciable. On en discute à l'instant avec son directeur général, Éric Christensen. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. On parle de 56 000 $. Est-ce que je me trompe ou c'est un montant record? C'est un montant record. Je vous aurais jamais dit il y a 2 ans qu'on prendrait notre record dans une année de pandémie. Oui. C'est au-delà de nos attentes, mais encore une fois, on est très, très reconnaissant des Joannais de nous avoir supportés pour notre guignolée. Comment on explique qu'on obtient un montant record avec cette guignolée, justement parce qu'on est en pleine pandémie? En fait, cette année, il y a beaucoup de commerçants qui ont pris des initiatives pour nous donner un coup de main à notre guignolée. Et ça nous a fait vraiment chaud au cœur parce qu'il y a beaucoup de partenaires que quand ils ont décidé de fermer les restaurants, fermer les magasins, c'est nos partenaires à nous de l'Étoile et on aurait voulu vouloir les aider, mais c'est eux qui ont mis
l'épaule à la roue, comme on dit. Puis on a eu le Dorchester qui nous ont aidés, la Trinquette. Là, je ne commencerai pas parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais c'est des gens que cette année, on aurait compris s'ils nous auraient dit, écoute, cette année, on passe notre tour, là, c'est difficile. Et au contraire, on a eu plus d'initiatives à ce niveau-là des commerçants et les joinnettes. Donc, et il y a aussi le fait que cette année, on a vu beaucoup de dons via notre PayPal, donc notre site Internet. Le monde virtuel, je pense que ça a beaucoup d'impact et je pense que les gens ils ont vraiment du confort de chez eux. Là, ils ont fait des dons via notre site. Bon, peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la guignolée de l'Étoile, / guignolée du docteur Julien, ou que les gens connaissent un peu plus, parce que souvent, quand on parle de guignolée, les gens pensent évidemment à Saint-Vincent-de-Paul qui vient ramasser des denrées non périssables. Oui. Bon, la guignolée de l'Étoile, c'est quoi, en fait? La guignolée de l'Étoile est un petit peu différente dans le sens que, pour nous, pour pouvoir donner les services que l'Étoile donne au niveau médicaux, sociaux, juridiques aussi, psychosociaux, ça prend une équipe, ça prend des ressources et ça prend une masse salariale et ça prend de l'argent. Donc, les denrées et la nourriture, notre clientèle va à Saint-Vincent-de-Paul, va dans les banques alimentaires, on les encourage et on veut que leurs tablettes soient pleines tout le temps. Mais nous, pour payer pour les ressources, bien, c'est la guignolée qui nous permet de ramasser des sous pour pouvoir engager les spécialistes, les gens qui sont habiles pour aider nos enfants. Et cette guignolée de l'Étoile, elle dure plusieurs semaines? Oui, en fait, ça dure un mois. Elle vient juste de se terminer là, le 15 janvier. Donc, c'est à peu près du début du mois de décembre jusqu'à peu près le 15 janvier, donc un petit peu plus qu'un mois. Et on a la journée du 12, qui est la journée où ce que tous les centres de pédiatrie sociale en communauté à travers le Québec font leur guignolée. Donc, normalement, on parle de barrages routiers, puis on parle de toutes sortes de choses. Mais là, cette année, mis à part les dons que vous avez reçus du public en personne ou de façon virtuelle, avez-vous fait quand même des barrages routiers? Qu'est-ce que vous avez tenu comme activité pour ramasser les sous? En fait, on a eu 3 points où que les gens pouvaient aller au Canadian Tire, au HAL pour donner de l'argent. Mais c'est 3 sur... Normalement, on a pas mal plus que ça. Oui, on a pas mal plus que ça d'habitude. Et on a dû annuler nos 2 barrages routiers. En fait, le premier, jusque presque la date, on suit toujours les nouvelles. Puis, à un moment donné, on a dit, bien, pour la santé et la sécurité de nos bénévoles et des citoyens, on a décidé de l'annuler. Et avec l'autre barrage routier qu'on a d'habitude à Liberville, ça représente un 10 000, parce qu'ils font à peu près 5 000 par barrage. Donc, encore plus surpris du résultat, parce qu'on savait qu'on commencerait avec un manque de 10 000. Oui, puis en même temps, là, vous êtes quand même aussi privé de vos autres activités phares, dont Danser pour l'Étoile, entre autres, qui vous assuraient un montant assez appréciable annuellement. Là. Normalement, ce temps-ci de l'année, on serait là-dedans. Là. On serait en train de préparer cet événement-là. Mais bon, on a d'autres choses pour remplacer. On a le Soyez une bonne étoile qui, pour nous, va devenir notre événement phare pour le restant de l'année. Et donc, on est en train de relancer la deuxième phase maintenant qu'on vient juste de terminer la guignolée. Mais est-ce que je me trompe en disant qu'une fois que les rassemblements seront permis à nouveau et que la vie normale reprendra, est-ce qu'on aura d'autres éditions de l'Étoile pour danser? En fait, même avant qu'on était dans la pandémie, le groupe organisateur de Danser pour l'Étoile, on s'est rejoints ensemble et on a regardé la formule. Après 3 ans, c'est un bon moment de revoir, est-ce qu'on refait exactement les mêmes affaires ou est-ce qu'on le fait un peu différemment? Donc, sans trop m'avancer, on avait déjà l'intention de revoir cette formule-là. C'est sûr que vous connaissez les événements de l'Étoile. On fait les choses d'une façon qui nous plaît. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On a juste vraiment hâte de retrouver notre monde, puis de serrer des mains, puis de pouvoir faire du événementiel. Bon. Comment ça se passe à l'Étoile avec toutes les contraintes, les mesures et tout ça? Parce que quand même, vous êtes un centre de pédiatrie sociale, donc les enfants et leurs familles viennent vous consulter. Bon, d'abord, oui, pour un volet de santé, mais évidemment, c'est beaucoup plus large, problématiques sociales, économiques, etc. Bref, vous les accompagnez, pas juste au niveau de la santé, mais avec toutes les mesures et tout ça, télétravail, rencontres en virtuel, présentiel? C'est un pot pourri. Des deux, c'est un pot pourri un peu de tout ça. En fait, on est à peu près 50-50 sur les rencontres qu'on a. Okay. Donc, on a des rencontres médicales et psychosociales qui sont faites en présentiel.
normalement des cas plus urgents, des enfants plus jeunes, les bébés et tout ça. Et on a aussi la moitié en télémédecine, là, en vidéoconférence aussi, également avec les médecins. Ça se passe bien, ça. En fait, on commence à être habitué maintenant là, depuis le mois de mars. Je dis aussi que la complexité, c'est au niveau des activités qu'on avait avec les enfants, qui sont tellement importants d'avoir. Les enfants, ils venaient à l'Étoile entre l'école et la maison. Donc, entre le stress de l'école, et le stress qui s'en vient peut-être à la maison, c'est un moment pour eux autres de se déposer, c'est un moment pour eux autres de tisser des liens avec des adultes significatifs. Et ça, c'est très important pour les intervenantes de voir les enfants dans ce contexte-là. Et malheureusement, avec la façon que ça fonctionne dans les écoles, avec les bulles classes, bien, nous, on ne peut pas prendre un enfant de toutes sortes de bulles puis les mettre ensemble puis faire une activité après l'école. On peut, mais ça ne serait pas responsable de le faire. Et à chaque fois qu'on décide, est-ce qu'on fait nos activités ou pas, bien, moi, il faut que je me dise, s'il y a une éclosion, est-ce que je suis à l'aise avec la décision qu'on a prise? Et si on mélange les enfants de toutes sortes de classes, c'est ça, c'est compliqué. Puis c'est triste parce que c'est un filet social important pour ces enfants-là de pouvoir au moins les voir une fois par journée, avoir un certain nombre de cette clientèle-là. Et là, malheureusement, on joue un peu. Fait que c'est beaucoup de 1 sur 1. On fait beaucoup de visites à domicile. On fait des suivis individuels, mais c'est pas la même chose. Bon, évidemment, vous êtes physiquement situé dans le centre-ville et on comprend la raison pour laquelle, parce que la majorité de votre clientèle vit des problématiques socio-économiques. Donc, évidemment, le tissu social du centre-ville étant plus pauvre, vous êtes physiquement dans le centre-ville. Mais on le sait que depuis quelque temps, vous planez sur un beau projet avec un autobus pour desservir d'autres localités dans la MRC du Richelieu parce que, malheureusement, la pauvreté, elle n'est pas juste dans le centre-ville de Saint-Jean. Il y a des poches de pauvreté à Noyant, à Saint-Valentin, à Lacolle et ainsi de suite. Là, on en est où avec le projet d'autobus? J'ai l'impression d'être un disque qui se répète, qui est brisé. Écoutez, l'autobus, il est à Ibiscom présentement et il reste quelques jours là, à la fin de cette semaine et on est supposé d'avoir des nouvelles. Là, je ne vous ai pas amené de photos ou de maquettes parce que je montre la maquette à tout le monde. Mais là, je suis sur le point de vous envoyer une vraie photo, de voir l'autobus pour de vrai. On est très excités de ce projet-là, malgré le fait qu'on va être aussi en test quand l'autobus va être prêt, parce que il faut qu'on vérifie comment on peut travailler dans un environnement quand même restreint et respecter toutes les mesures et de tout désinfecter à chaque fois que quelqu'un rentre. Fait que on va commencer à faire ça ici à Saint-Jean. Donc, au lieu de faire des rendez-vous, tous les rendez-vous à la clinique, on va en garder quelques-uns pour faire dans l'autobus. Okay. Et, tu sais, on est proche des bercails, là, fait que s'il y a des choses, des ajustements à faire, on peut les faire. Mais ensuite, ils nous attendent à Lacolle, ils nous attendent à Clarenceville, ils nous attendent un peu partout là, pour vraiment faire le projet du vaisseau. Et donc, ces visites dans le territoire de la MRC pourraient se faire quelque part au printemps? On espère avant. Si tout va bien, on espère avant. Les besoins qui existaient avant qu'on décide de faire le projet du vaisseau sont encore plus criants aujourd'hui. Donc, la raison d'être de ce projet-là ne peut pas être mise sur pause pour beaucoup, beaucoup plus longtemps. On doit être à Lacolle, on doit être dans ces Et là, ça va fonctionner comment? C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais on va savoir que le mardi 12 avril, vous êtes à Lacolle pour la journée. Venez nous voir ou sur rendez-vous? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer l'autobus dans la municipalité. Donc, on part de Lacolle, on va la déplacer à Lacolle. On va la laisser là pour 3 semaines. Oh là là, OK. On la laisse, on va la stationner à côté d'un centre de loisirs ou à côté d'une école, une place qui est centrale. La raison, c'est qu'on veut que les citoyens et les gens qui vont venir nous voir voient qu'on est là, puis on est là pour 3 semaines. Qu'on n'est pas sporadique, puis puis on va avoir un horaire. Donc, dans ces 3 semaines-là, le lundi et le jeudi, il va y avoir une présence médicale. Le mardi, le mercredi, ça peut être des psychosociaux. Tu sais, ça va marcher par rendez-vous, bien sûr, évidemment, comme qu'on fait à la clinique. Et donc, après les 3 semaines, on revient ici, on fait nos bilans, on regarde les suivis médicaux et tout ça, et on s'apprête pour aller dans la prochaine zone par après. Mais en ce moment, avez-vous déjà quand même des demandes qui émanent de ces localités-là? Autrement dit, avez-vous des familles qui vous appellent, qui vous disent « Bien, moi, j'aimerais ça avoir vos services, mais malheureusement, je ne peux pas aller à Saint-Jean, c'est trop loin pour moi. » Bien, en fait, on est à Lacolle depuis à peu près 1 an et demi maintenant parce qu'on a fait un projet pilote là, grâce à la GNOC, la municipalité. Ils nous ont prêté un local et donc on suit une vingtaine de familles déjà à Lacolle. On a des familles à Iberville aussi qu'on suit déjà. Mais je vous dirais que les demandes de services, oui, ça vient de certaines personnes qui nous appellent,
Mais ce qui nous a vraiment ouvert les yeux à cette demande-là, c'était le travail qu'on fait avec le C3S, avec la commission scolaire, avec la DPJ, qui nous disent, écoutez, on a des cas là et on n'a pas les services, où les intervenants du C3S ils vont à la colle, mais des fois, ils se frappent le nez sur la porte ou des fois, ils n'arrivent pas à trouver les personnes. Vos collègues des autres centres de pédiatrie sociale au Québec, est-ce qu'ils ont aussi parfois une offre de services dans le périurbain ou dans le rural? Définitivement. Ah oui? Brome-Missisquoi a tenté à un moment donné un projet un peu comme que nous, on veut faire avec un autobus scolaire parce que les distances sont très grandes. Oui. Je l'ai déjà dit aussi, même Gaspé, la Haute-Gaspésie, c'est de la Rivière-du-Loup à Percé. Donc, c'est sûr qu'ils ont des pointes un peu partout, là, à Capcha et tout ça, dans des centres de loisirs, mais avoir un véhicule comme qu'on s'apprête à mettre sur la route, je vous dirais que... C'est unique, ça? C'est unique. Il y a plusieurs centres qui le regardent. Et on a pris ça en considération aussi dans le développement du projet. On ne voulait pas que ce soit un véhicule qui coûte 400 000 là. On voulait garder le coût le plus bas possible pour répondre aux besoins, mais qu'on pourrait dire à un autre centre, faites une campagne majeure, amassez 250 000 et vous avez un autobus. Là. À court terme, comment les gens peuvent vous aider ou continuer de vous aider? Soyez une bonne étoile. Les Joannais ils ont toujours été là pour nous. Soyez une bonne étoile pour un enfant de l'Étoile. C'est notre campagne majeure. Vous allez sur notre site Internet, le www.l'étoilehr.org. Vous avez toutes les informations là. Mais c'est vraiment ce qu'on va souhaiter pour les prochains mois, jusqu'à temps qu'on peut vous redonner un événement qui va impliquer les Joannais et le financement de l'Étoile. Bon, bien, bravo encore une fois à vous, mais bravo au public donc d'avoir été extrêmement généreux avec cette guignolée record de 56 000 pour l'édition de cette année. Bien, merci aux Joannais. Encore une fois, je ne pourrais pas le dire assez. Puis merci, Éric, pour cette visibilité. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. La Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu lance une superbe activité. Viens jouer dehors. C'est un défi sportif pour célébrer la cause de l'éducation du 15 au 21 février. Vous avez l'adresse Internet pour, bien sûr, vous inscrire. À demain. Bye-bye.